Sur cette chaîne, j'interviewe des personnes qui ont traversé, peut-être comme vous, des challenges plus ou moins grands et qui, à travers leurs récits, peuvent apporter une autre manière de voir les choses et des outils qui peuvent vous aider au quotidien. Bonjour Maya, merci d'avoir accepté cette interview et ce moment de partage. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir confronter les visions et notamment sur la thématique de la résilience et comment on va puiser dans nos passions, dans nos activités, mais aussi dans notre culture, les éléments qui vont nous aider à traverser les challenges de vie. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie, par exemple ? Bonjour Fanny. Alors, merci pour cette opportunité. C'est vraiment intéressant. Je trouve vraiment super ce que tu fais et sur ces thématiques justement. Alors, je suis Maya Fils-Aimé, originaire d'Haïti. Je suis née, puis j'ai grandi en France. Puis je suis partie en Suisse faire les études et je suis restée en Suisse. Donc voilà, je vis en Suisse depuis une dizaine d'années. Et je suis les étiquettes, c'est pas trop mon truc, mais bon, je vais mettre quand même des étiquettes. Donc, je suis art thérapeute, chanteuse, artiste, enseignante et coach aussi. Et puis, je mélange un petit peu toutes ces compétences que j'ai acquises par des formations, les études, des rencontres, et puis aussi la formation familiale qui est très importante pour tout ce qui est chant et musique, en tout cas. Et en fait, je mixe tout ça pour créer une voix qui est vraiment la mienne. Alors, voix, V-O-I-X et V, Ouais. puisque les personnes que j'accompagne, ben, tous ces outils-là, je les utilise en fait en fonction du besoin qui est là sur le moment. Mhm. Et aussi, dans la voie familiale et culturelle, il y a aussi le chamanisme. Enfin, j'utilise le terme chamanisme, mais c'est pas tellement le mot qu'on utilise chez nous. C'est plutôt une forme d'animisme ou de vitalisme, enfin c'est voilà, qui est basée sur l'observation de la nature et la copie, essayer de copier en fait les phénomènes naturels ou on va dire les concepts de la nature et les appliquer à la vie quotidienne. D'accord. Voilà. Et donc là, tu m'as dit déjà plein de choses, c'est super. Il y a plusieurs questions qui me viennent. C'est déjà comment tu as réussi à ce moment-là, comment tu as réussi dans ta vie à mixer tous ces éléments-là pour que ça soit cohérent et que finalement tu puisses t'épanouir dans toutes ces passions et toutes ces visions. Alors, je pense que je suis ce qu'on appellerait un genre de pédagogue né. Et parce que depuis que je suis toute petite, en fait, tout ce qui est transmis, alors dans la tradition haïtienne, il y a énormément de contes, beaucoup de choses qui sont transmises à travers les contes, à travers des histoires, des symboliques comme ça. Et dès que je recevais quelque chose, je transmettais plus loin en fait. Donc les histoires, je les racontais à mes sœurs et aux plus jeunes autour de Mhm. moi. Et puis quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était le métier de moniteur, d'animatrice, pour, euh, me faire de l'argent de poche. Et tout ce que j'ai appris, vraiment tout, je transposais en fait à chaque fois dans tout ce que j'ai fait donc, en tant qu'animatrice, après ce que j'apprenais dans les études, enfin voilà, D'accord, l'art thérapie, l'histoire de l'art, bref, toutes les choses que l'archéologie, et j'ai besoin de mettre en pratique en fait les choses et puis de transmettre plus loin. d'accord. Donc Et, ça m'a permis de plus intégrer et puis de pouvoir transmettre ça plus facilement. D'accord. Et ce que j'entends aussi, c'est que cette tradition de passer par le conte et donc par la voix, ça Mhm. recoupe aussi avec ce que tu m'as dit juste avant, d'utiliser la voix et pour transmettre. Exactement. Je suis issue d'une famille avec énormément de musiciens et de chanteurs intuitifs. Parce que bon, évidemment, le côté professionnel existe hein, dans cette culture, mais en gros, si tu as envie de chanter, ben, tu chantes. Mhm. Si tu as envie de faire de la musique, tu fais de la musique. Et puis tu apprends un peu sur le tas, même si tu peux aller vers un maître pour te perfectionner. Mais moi, j'ai appris à chanter avec ma mère qui chante du matin au soir. Mm.
Et toute la famille, en fait, jouait. J'ai un grand-père qui était pasteur, et toute la famille chantait ou jouait d'un instrument pendant les cultes. Mmh. Et voilà, ça posait aucun problème, en fait, de faire, créer quelque chose alors que tu as envie de le faire. T'as pas besoin d'un papier ou d'un Mmh. diplôme pour ça, en fait. C'est juste l'élan de ton être qui Mmh. t'envoie vers ça, alors tu y vas, et puis c'est tout. OK, super. Ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est-à-dire de se caler par rapport à la nature qui, finalement, pousse là où elle a envie de pousser et de cet élan, on va dire, instinctif, Mm. et justement, tu me disais que dans, ce que tu as appelé vitalisme ou chamanisme, enfin, c'est cette terminologie-là, mais c'était aussi l'observation de la nature pour en comprendre la structure, ou je sais pas plus comment tu m'as expliqué, pour, adapter, son fonctionnement au quotidien. Mhm. Concrètement, ça ressemble à quoi? Alors là, il y a une image qui me vient qui, pour moi, est assez parlante. C'est que l'herbe, en fait, elle pousse parce que c'est de l'herbe, elle fait juste son travail d'herbe. Comme Mmh. dans une graine, un arbre, on a déjà l'arbre qui existe dans la graine. Il suffit juste de la mettre dans la terre et d'avoir des conditions minimum adéquates pour que l'arbre se développe, et l'arbre existe déjà. Et en Mmh. fait, dans ma culture d'origine, on a cette vision que on est déjà qui on va devenir plus tard, en fait. D'accord. Et que justement, en étant à l'écoute de soi et puis en connexion avec cette nature qui a tellement de ressources, ben on arrive à trouver notre voie, notre façon de nous exprimer. Et par exemple, pour ce qui concerne la perte, tu vois, bon, des décès dans ma vie, ma Mmh. famille, j'en ai quand même connu vraiment beaucoup. Et nous, dans notre culture, en fait, on pense qu'il faut pas pleurer les morts. Mmh. Déjà parce que ça appartient à un cycle, et que la mort, en fait, dans notre perception, n'existe pas. Dans ce qu'on dit, les vivants avec un corps et les vivants sans corps. Et donc, quand on a une perte, évidemment, euh, il y a une forme de manque puisque la forme a changé, et que on apprend à gérer ce changement de forme justement par rapport à la nature. Quand tu as le cycle d'une plante ou d'un arbre qui passe par la phase de germination, qui grandit, les feuilles, les Mmh. fleurs, le fruit meurt, et puis les graines tombent à la terre, et puis quelquefois la plante disparaît complètement, mais elle renaît au cycle suivant, et ainsi de suite. Et en fait, Mmh. ça, c'est une façon d'aborder d'aborder la mort et le deuil qui a été vraiment utile pour moi. Et c'est Mmh. vraiment directement issu d'observation de la nature. Comme aussi dans la nature, on a, bah, si on observe, il y a donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, qui correspondent aussi on peut faire des transpositions sur les états d'âme, entre guillemets. Mmh. Et le deuil, ça correspond entre autres à une forme d'hiver. Voilà. Et puis pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Ben, une partie de la nature, enfin, la grande partie de la nature, est plutôt endormie ou a un régime vraiment plus tranquille, Mmh. et, euh, et va chercher des ressources pour pouvoir briller après au printemps et recommencer un nouveau cycle. Ben voilà, dans ma culture, on a ce que les Amérindiens appellent sa quête de vision. Bon, nous, on n'a pas de nom spécifique, c'est une forme d'initiation qu'on répète en fait, Mmh. où quand on a des moments très importants de la vie, avec des grosses charges émotionnelles, donc une perte, un changement très fort de situation, de vie, ou ce genre de choses, où on va s'isoler dans la nature parce que on vit une forme, enfin, de deuil ou une Mmh. transformation qui fait que on a vraiment besoin de se ressourcer. D'accord. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, juste avant, sur le fait que dans la culture haïtienne, on ne doit pas pleurer, les morts. Mhm.
Comment vous faites? Parce que effectivement, il y a quand même le manque, la tristesse de ce départ. Comment s'exprime la tristesse? Est-ce que c'est un, on va dire, c'est mal vu de pleurer? Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent quand même? Ou est-ce que c'est tellement ancré que les choses se font vraiment différemment? Alors, c'est pas mal vu de pleurer nécessairement, mais comme on nous enseigne en fait que le fait de pleurer, ça empêche ou ça retarde la progression ou le chemin de la personne qui est partie, puisqu'on D'accord. on a la croyance qui, pour elle, il se passe autre chose après. Et si on est trop triste, en fait, c'est comme si on le retenait et qu'on l'empêchait de poursuivre sa voie, en fait. C'est un peu Mm. comme quand un enfant grandit, qu'il arrive à l'adolescence ou qu'il commence à rentrer dans l'âge adulte, bah, les parents, à un moment, il faut qu'ils laissent aller, Mhm. parce que c'est la chose naturelle. Donc, il y a cette conscience-là. Après, évidemment, il y a des personnes qui pleurent, mais en fait, dans la tradition, nous, on a des pleureuses professionnelles. Enfin, Ah, super. professionnelles, c'est des pleureuses rituelles, en fait, qui, quand il y a un décès, déjà, elles crient, mais vraiment, elles pleurent et elles crient. Elles ont vraiment des gestes très forts pour exprimer les émotions de la famille et de l'entourage, en fait. C'est comme si D'accord. elle prenait un peu sur elle ça, et puis voilà, c'est vraiment impressionnant à voir ou entendre. Et en fait, ces personnes, leur rôle, en fait, c'est d'aider justement le passage, Mhm. parce qu'à la fois, ça soulage la famille, à la fois, ça permet au défunt de partir tranquillement. Mm. Donc, d'un côté, il y a ces pleureuses, et puis il y a un soutien vraiment énorme à la famille, en fait, qui est prise en charge par tout l'entourage, les amis, bah, les proches, où Mhm. on va venir en soutien à, à la mère, aux enfants, à travers un soutien matériel, financier, logistique, enfin voilà, toute une série de choses qui se mettent en place pour permettre à la famille en deuil, en fait, de justement de passer de la manière la plus fluide possible Mhm. à ce changement, en fait. Et justement, parce que en France, on le voit, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, c'est que les gens sont très présents beaucoup avant l'enterrement, puis après, ils savent plus trop quoi faire. Vous, c'est Mhm. sur quel timing dans cette culture-là, cet accompagnement et cette prise en charge de la famille? Alors bon, dans les anciens temps, d'après ce qu'on m'a partagé, qui se fait plus tellement maintenant, parce que bon voilà, beaucoup de choses s'alignent un peu quand même sur la vie moderne, à la vie occidentale. Mais déjà, après le décès, une fois que le décès est constaté, le défunt est veillé pendant au moins 3 jours, 3 nuits, où les gens se relayent pour faire des prières avec les lumières, etc. Donc ça aussi, c'est un moment important parce on a la croyance que ces 3 jours et 3 nuits sont vraiment importantes, je pense, à la fois pour la famille et pour le défunt, pour que la séparation se fasse de manière plus fluide. Et puis, le deuil, en fait, pour la famille proche, particulièrement la compagne ou les gens très proches qui veulent le faire, c'est une année. Donc, et pendant cette année, bah, ce que je disais, en fait, tout le soutien que la famille a, c'est pendant cette année-là qu'il est maintenu. On a aussi, bah, j'ai retrouvé ça dans la culture tibétaine aussi, de 49 jours. On pense que la conscience du défunt reste un peu par là encore pendant les D'accord. 49 jours. Et pendant ces 49 jours aussi, la famille a fait tout un tas de rituels, de prières spécifiques pour l'aider à partir. Et Mhm. après, une fois que c'est fait, chacun a accompli sa tâche, en fait, en gros. Et puis, on laisse aller, et puis la vie reprend son cours. Mm. Ce qui est Voilà. intéressant, c'est de voir que dans cette vision-là, déjà, la tristesse, finalement, et de pas rester triste, c'est finalement un cadeau qu'on fait aux disparus.
Mhm. Et en même temps, il y a un double accompagnement, en fait, de ce défunt qui rejoint un autre monde et de la famille qui souffre du manque Mhm. qu'on accompagne dans la transition. Et justement, comment toi, parce que tu m'as dit que tu avais vécu plusieurs deuils, comment ça s'est incarné dans ta vie, ces choses-là? J'imagine Mhm. qu'en plus, en fonction de tes différentes expériences, ça s'est enrichi sur ton parcours. Qu'est-ce Mhm. que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors moi, j'ai perdu, mon papa est décédé, j'étais jeune encore, hein, j'avais une dizaine d'années. Bon, on était en Europe, on était en France en fait à l'époque, et du coup, alors ça s'est pas du tout passé comme au pays. Ouais. C'était vraiment une autre histoire. Alors, par exemple, par rapport au fait de ne pas pleurer, moi, quand j'ai compris en fait que mon père était décédé, c'est intéressant parce que j'ai entendu les pleurs. J'avais été témoin à l'âge de 4 ans à Haïti du décès d'un proche, et puis ces pleureuses Mhm. Et puis j'ai revécu une situation similaire où je me suis revue et j'ai entendu ces pleurs et ces hurlements de ces femmes. Et là, je me suis dit, ok, mon père est parti. Et tout de suite derrière, la mort fait partie de la vie. Mm. Et sur le coup, j'ai pas ressenti de la tristesse ou ce genre de choses. Par contre, ma mère, a eu ma mère a pleuré. Et en fait, elle s'est retrouvée bon, seule parce que ça faisait vraiment peu de temps qu'on était en France. Elle ne connaissait pas la langue, elle ne connaissait pas vraiment les mœurs française, ou enfin, Mhm. elle ne connaissait pas vraiment la société et tout ça. Et du coup, c'était vraiment beaucoup pour elle de se retrouver comme ça avec 4 enfants à charge. Et du coup, elle a eu un espèce de hurlement comme ça, exactement comme les pleureuses du pays, en fait. Et après, elle s'est reprise, et je l'ai plus jamais entendue ou vue pleurer suite à ça. Et elle nous répétait qu'il fallait qu'on fasse attention de ne pas s'épancher en tristesse pour pas empêcher la conscience de mon père de continuer sa vie. Et en fait, le premier réflexe qu'elle a eu après avoir eu l'appel de l'hôpital, c'est elle a demandé au corps médical, aux médecins, puis Mhm. de nous permettre, nous, aux enfants, de voir le cadavre de mon père. Mhm. Et tout le monde s'est opposé. Ah non, mais ça va pas, vous allez les traumatiser, etc. Puis ma mère dit non, 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 non. Ils sont jeunes, c'est normal. Et puis chez nous, vu que c'est pas Mhm. possible de faire la veillée les 3 jours, enfin, beaucoup de choses n'étaient pas possibles du coup, puisque c'est pas les mêmes règles et pas les mêmes lois et tout ça. Et Mhm. du coup, elle a dit, au moins ça, c'est important que les enfants voient que leur père a changé d'état et n'est plus vivant. Et donc, je me rappelle la scène à l'hôpital, on arrive et puis on voit ce cadavre en fait, et là je me dis, ah, en fait mon père est parti, parce que enfin voilà, je voyais que Oui, c'était entre guillemets une coquille vide, un peu comme une coquille d'escargot, bien tu sûr. vois. Ben, il n'y a plus d'escargot dedans, hein, et donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que ben moi j'avais pas du tout envie de pleurer en fait. Par contre, les adultes autour, donc les amis français, Oui. ils étaient, eh, mais c'est bizarre, vous avez vu, la petite là, elle pleure pas, c'est pas normal. Puis je commence à entendre, oui, quand même, faudrait peut-être qu'elle aille voir un psy. Et là, je me suis dit, oulala, ça a pas l'air très sympa cette histoire de psy. Et je me suis forcée en fait. Et Aller voir après, un psy? Ou à non, à pleurer? pleurer, Ah d'accord, OK. je Ouais, me ce qu'on suis t'a dit, forcée c'est comme ça à, qu'il faut faire. ouais, je me suis forcée à faire couler quelques larmes, puisque j'ai vu que dans l'entourage, ça dérangeait en fait les Mmh. personnes de voir qu'un enfant ne pleure pas parce que son père a été décédé en fait. Et plus tard, en discutant avec mes sœurs, plus tard en ayant grandi, on a vécu exactement la même chose. Ah, le Où on n'a regard pas... social finalement, Ouais, qui, était, en décalage avec ce qu'on vous a appris et votre conception de la vie, en fait. c'est ça. Puis après aussi, tous les regards contris à l'école. Ah oui, c'est elle qui a perdu son papa. Puis, tu voyais la tête Oui. de toutes les personnes et ce que je comprends, parce que c'est quand même aussi une perte, puisqu'après,
cette personne n'est plus physiquement là et Mmh. il y a quand même un manque. Mais en même temps, enfin, pour nous, il était pas mort en fait. Mmh. Pas, enfin, selon les termes occidentaux, du coup. C'était très, très particulier d'avoir ces deux modes de pensée Ah qui oui. étaient comme ça, l'un à côté de l'autre en fait. C'est intéressant de voir aussi que le fait d'avoir, cette conscience que la mort fait partie de la vie et que ça soit accepté et intégré dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on masque pas les décès, comme tu disais, les cadavres et ça permet en fait la 1re réaction, on va dire, occidentale, c'est de dire: «Oh là là, on va pas traumatiser les gens», mais c'est ce qui permet l'intégration de ça fait partie de notre condition humaine. Et Mmh. finalement, c'est ce qui te permet aussi de transformer sans doute plus facilement, plus rapidement parce que, c'est quelque chose qui est intégré depuis que tu es enfant. Exactement. Et vraiment ça, c'est je remercie vraiment ma mère parce qu'elle a vraiment insisté, hein. Elle a dû vraiment y aller fort, pour qu'on nous laisse, voir, le corps de mon père et j'ai dit le corps médical, les infirmières en particulier, comme on était des enfants, Mmh. tu vois, 10, 8, 6 ans, ils se sont dit: «Non mais c'est pas possible» et en fait, c'est précisément ce qui nous a aidés Et oui, à à comprendre, passer à autre chose, en ouais, fait. intégrer. Mmh. Ouais. Et puis dans la culture haïtienne, on a ce qui se bah, une réminiscence aussi de la culture, des cultures africaines, je pense, où en fait, traditionnellement, le défunt, il a sa place quelque part dans la propriété de la famille, Mmh. qu'on appelle l'akou chez nous. Donc c'est là où habite toute la famille. Donc tu as un terrain, puis chacun a un peu sa maison, son petit lopin de terre et tout ça et puis c'est à peu près dans la même zone, on va dire et en fait, il y a un espace pour enterrer les morts. Donc il y a un caveau familial qui D'accord. idéalement se trouve sur le terrain, dans l'enceinte du terrain familial en fait. D'accord. Et moi, je me rappelle quand on était allé en vacances au pays, on était là, il y avait le caveau avec mon grand-père, mon arrière-grand-mère, et etc., qui étaient là. Puis on était là, les enfants, en train de jouer dessus. Mmh. On faisait des jeux avec les mains ou les choses comme Oui. ça. On chantait des chansons. Moi, je me revois en train de m'allonger sur le dessus du caveau comme ça pour regarder passer le, les nuages et regarder le ciel et tout. Et en fait, la sensation que j'avais, c'est ah, c'est super, en fait, mes ancêtres sont juste là. Il y a une connexion avec mes ancêtres, quoi. C'est ça. Et Mmh. c'était pas vraiment, enfin, et c'est pas du tout quelque chose de glauque ou de bizarre en fait. Oui, c'est cette, condition et cette continuité finalement entre, les différents membres de la famille, quelle que soit la forme. Et Et donc ton père a pu être enterré, au niveau du caveau familial? Comment ça s'est, passé? non, non, en fait, il a été enterré en France. Mmh. Et puis, bah, il est resté là parce que ma mère avait pas les moyens de faire le transfert, Mmh. du corps, au pays. Mais après, elle s'en est satisfaite aussi parce que c'est aussi important d'honorer la mémoire, des défunts, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont apporté. Et puis, bah, comme, il existe la fête de la Toussaint ici, Mmh. alors c'est quelque chose entre ça, le traditionnel, et puis les je sais pas si tu connais, les fêtes qu'ils font au Mexique. Je sais plus comment ça Oui, s'appelle, je sais plus la non plus. voilà, où ils sont, enfin voilà, c'est très, ça prend vraiment des proportions, vraiment, très grandes, où en fait on fait une petite, cérémonie festive pour honorer la mémoire du défunt, où on apporte des fleurs, Mmh. alors ici on apporte des fleurs en Europe, mais au pays on peut aussi apporter des cadeaux, des Mmh. fleurs, des cadeaux, de l'encens, des choses comme ça. D'accord. Et c'est une façon aussi, de remercier, d'être dans la gratitude, pour, ce que cette personne a laissé comme héritage, sur terre en termes de connaissances, bah, pour sa famille, ses Mmh. enfants et cetera. Mmh. Et donc, concrètement là, donc il y a à ce moment-là de la Toussaint. Oui, est-ce que, vous avez dans votre vie quotidienne des moments où vous prenez un temps pour échanger avec les disparus? Ou c'est quelque chose qui a une place justement à date fixe?
Comment ça se passe après la période du deuil où j'ai bien compris que c'était une phase de transition? Alors après, ce passage, donc entre guillemets, «tout est terminé» au bout d'un an. Après, c'est chacun qui fait un peu comme il veut. Moi, personnellement, je suis régulièrement en contact intérieur avec mon père parce que, Mmh. ben, voilà, comme je me sens soutenue et du coup, bah, quand j'ai besoin de lui ou j'ai besoin d'un conseil ou que j'ai des questions par rapport à certaines choses, je peux m'adresser à sa conscience. Parce qu'en fait, dans les traditions d'origine africaine, en fait, c'est même quand on croit en Dieu, en fait, on pense que c'est nos ancêtres qui font le lien Mmh. avec le, l'entité que certains appellent Dieu, en fait. Et que c'est parce que justement, comme eux, ils sont plus proches de lui. Et du coup, ben, on fait plutôt des prières ou des rituels aux ancêtres. Après, chacun fait comme C'est il le comme il sent, le fait. hein. Mmh. Ouais, il y a pas de règles spécifiques. En fonction D'accord. des familles, en fonction aussi des ethnies d'où tu viens, Mmh. il va y avoir des choses qui sont plus ou moins similaires, d'autres qui sont différentes, mais chacun se connecte d'une façon individuelle, quoi. Mmh. Et donc là, donc tu me disais que tu as déjà merci pour ce partage et c'est super enrichissant de Mm. voir d'autres points de vue et de justement de s'extraire, finalement de ce qu'on a appris quand on était petit pour se dire qu'il y a possiblement d'autres manières de voir les choses et donc de s'aider soi-même et d'aider, bah, nos disparus aussi d'une certaine manière, quelles que soient nos croyances. Et donc là, tu me parlais du décès de ton papa qui a eu lieu quand tu étais enfant. Comment, après, dans ta vie d'adulte, les différents deuils, alors quels que ça soit des pertes ou autre chose, où on parle de processus de deuil, comment ça a évolué avec on va dire, ta croissance d'adulte? Comment dire ça? Bah, pour moi, le fait d'avoir vécu ce premier deuil assez jeune, c'est comme si ça m'avait donné des racines ou des bases pour gérer par la suite. Mmh. Et ensuite, ben, tu vois, voilà, en grandissant comme beaucoup de personnes, j'imagine, tu fais des rencontres, tu tombes amoureux, puis après, ben, tu as la séparation avec ton amoureux ou ton amoureuse. Il y a aussi des phases où, tu vois, de maladie plus ou Mmh. moins grave ou quoi, tu vas traverser où tu vas perdre quelque chose que tu avais Mmh. et puis te retrouver dans une situation où tu as plus cette chose et tu peux plus vivre comme tu vivais avant. Et pour moi, à chaque fois, vraiment, il y a cette phrase, enfin cette conscience du cycle, que je reviens au cycle de la nature et où je vois Mmh. ces choses se dérouler. Je me dis, bon, c'est un cycle. À quel endroit de ce cycle je me retrouve et qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. D'accord. Donc j'ai aussi la chance depuis très jeune d'être très attirée par l'écriture. Donc j'écris beaucoup, Mmh. un peu tout ce qui me passe par la tête. Et puis quand je traverse des moments difficiles comme ça, j'ai assez le réflexe d'écrire ou de griffonner des dessins ou des choses comme ça. Et puis je vois que c'est aussi une façon d'ancrer la transformation qui se produit. Puis après, il y a la fameuse mini retraite initiatique dans la nature. Ouais. Quand c'est vraiment des choses très énormes, comme là, ben, j'ai vécu la séparation avec mon compagnon il y a quelques temps. Et enfin, voilà, c'est relativement frais. Et puis quand on est en questionnement sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, j'ai vraiment ressenti ce besoin de prendre ces 3 jours, donc 3 jours, 3 nuits, avec une descente alimentaire jusqu'au jeûne, et puis jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, être en contact avec la nature, Mmh. donc dormir dehors. Et puis bon, en Europe, c'est plus confortable l'été, pour moi en tout cas. Et puis, ben voilà, pendant ces 3 jours, 3 nuits, t'es juste là, en présence, avec toi-même, connecté avec la nature, les chants des oiseaux, Mmh. euh,
l'air, le soleil, et puis les réponses. Donc tu portes en toi des questions ou comment tu aimerais avoir des réponses Mmh. sur comment orienter ta vie, quelle décision prendre, qu'est-ce qui est le plus juste, le plus adapté. Et puis tu portes ça en toi pendant ces quelques jours. Puis les réponses peuvent venir plus ou moins rapidement en fait. D'accord. Euh, donc c'est déjà arrivé que je fasse 3 jours, 3 nuits. Puis quelquefois j'avais prévu de faire 3 jours, 3 nuits. Puis dès le lendemain, c'était tellement clair ce que je devais faire que Tu comme quand j'ai reparti. quitté. Voilà, c'est ça. Et donc quand j'ai quitté la France pour venir poursuivre mes études en Suisse, et je suis partie en voyage en Afrique pendant une période. Et en fait, j'étais dans une situation où professionnellement, j'étais à la fin des études, mais j'avais déjà trouvé un travail. Mmh. Et puis, ça me, je m'y retrouvais pas complètement. Puis je sentais qu'il fallait que je change et que j'aille ailleurs parce que ce que j'allais vivre là au niveau professionnel, ça ne correspondrait pas vraiment à ce que je veux. Et comme je savais pas quoi faire, je me suis dit, bon, allez, je suis partie comme ça, dans la forêt, Et avec ma en tante. fait, pour bien comprendre, c'est ces moments où tu es en on va dire en doute qui vont être le déclencheur de: «Je crois que j'ai besoin d'aller me connecter dans la forêt, dans la nature». C'est ces moments où tu te dis: «Je sais plus». Oui, c'est souvent des moments de doute et de grands questionnements. Pour moi, D'accord. et c'est pas une décision intellectuelle, hein, c'est vraiment quand le corps me dit tout. Mon corps, ma OK. psyché me dit, Maya, là, il faut que tu te poses parce que et c'est souvent lié à des décisions qui vont vraiment apporter Mmh. une énorme transformation par la suite dans ma vie, en fait. Quand je ressens le besoin comme ça de m'isoler aussi longtemps, entre guillemets. Et puis à chaque fois, vraiment, je suis en questionnement, je suis en train dans une situation professionnelle ou relationnelle ou Mmh. quoi, où je me dis, là, il y a quelque chose qui joue plus, il y a quelque chose qui matche plus, Mmh. et j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il faut aller en fait. D'accord. Et donc dans les moments importants, puis aussi quand on traverse des deuils, c'est aussi quelque chose qui est recommandé, qui est prescrit un peu comme un Oui. médicament dans les cultures afro et afrodescendantes traditionnelles, où tu as vraiment ce besoin de s'isoler en fait, qui n'est pas un isolement en fait. Parce Qui est que une reconnexion. exactement, c'est une reconnexion qui te permet de retrouver l'essence en fait, et l'essentiel, D'accord. et qui va te permettre de faire face plus facilement en fait. Super intéressant de pouvoir être connecté, finalement, tout le temps à sa petite voix, à son intuition. Et Mhm. justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées de cette, petite voix. Tu Mhm. donnerais quoi comme conseil pour être le plus aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de soi? J'ai encore cette image de l'herbe, l'herbe qui pousse. Pourquoi? Parce que c'est un de mes maîtres qui a dit ça, c'est que l'herbe ne fait aucun effort pour pousser parce qu'il suit ce qui est juste pour lui. Mmh. Et en fait, pour nous, les humains, comme on a créé beaucoup de règles sociales pour pouvoir vivre ensemble, c'est pas toujours facile de juste être soi-même, en fait, comme ce brin d'herbe, et de juste pousser dans la direction qui est la nôtre. Mmh. Et par contre, on a toujours des indices. Il y a toujours des petites choses qui se produisent qui vont nous orienter, en fait. Moi, dans la culture d'où je viens, et puis j'ai une maman aussi qui est très, 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 très intuitive et qui met énormément de valeur là-dessus. On a toujours été encouragés à écouter cette petite voix Mmh. et à écouter nos rêves aussi, à faire attention à de quoi t'es arrivé cette nuit. Je me rappelle, petite, on arrivait au petit déjeuner, puis alors, de quoi t'es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait qui, comment ça s'est passé. Et en fait, tous les éléments qu'on va retrouver là-dedans, ce sont des indices, Mmh. comme des petites pierres, tu vois, du petit poussé, qui sont laissées par la partie de nous qui est sage et qu'on appelle l'intuition, D'accord. enfin, et Mmh. qui va nous donner un fil conducteur pour faire les bons choix. Et très souvent, quand on est dans cet alignement, qu'on va vers lui, on sent une vibration dans le cœur, une Mmh. sensation hyper agréable dans le ventre. Enfin, ça dépend
dépend des personnes, mais on a cette espèce de pétillement, Mmh. cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et à chaque fois qu'on a ça, même quand c'est tout petit, Mmh. de... moi, ce que je fais, c'est que je prends comme une photo Mmh. D'accord. dans ma tête. Je me dis, ah, je retiens. Alors, je sais pas si tu connais cette expression, tu sais, de marquer un événement d'une pierre blanche. Oui. Ben, je fais ce clic et mentalement, je me dis, je mets ça. Si j'ai toujours un petit carnet avec moi aussi, enfin Mmh. souvent, si je l'oublie pas, je l'ai avec moi et hop, je note deux, trois mots-clés et ça me permet de revenir dessus plus tard. Super. Ouais. C'est intéressant aussi de voir que l'alignement et ce qui fait notre essence, c'est, on a toujours l'impression que c'est un gros truc et que ça va nous apparaître comme ça. Je trouve ça Mhm. hyper intéressant de le décrire en termes d'indices. Je pense Mhm. que du coup, c'est plus facile de se dire, je vais choper des indices, les noter, et mis bout à bout, après, je vais pouvoir en faire quelque chose, peut-être pas tout de suite, et que ça va se révéler au fur et à mesure du chemin. Bah, là, tu vois, par rapport au fait que j'ai quitté la France pour venir en Suisse, c'est quelque chose de similaire qui s'est passé. Puis quand je vois tout ce que ça a apporté, après, c'est sûr, quand je raconte cette histoire aux gens, souvent ils hallucinent. On se croirait dans un film d'Hollywood, puis il y en a qui se demandent vraiment si je dis la vérité. Et pourtant, le premier déclic, c'était faire cette quête de vision, aller me poser dans la nature. Hmm. Je savais que c'était la chose à faire. Donc j'ai fait ça. Au lever du soleil, boum, j'ai cette image que oui, il faut que je parte vivre en Suisse. C'était ma question. Est-ce que Mhm. je quitte la France pour aller en Suisse? Et là, deuxième question, une fois que j'ai eu la réponse, je dois aller en Suisse. Je me dis, mais quel est le premier pas? Hmm. Et je sens cette, voilà, j'entends ma petite voix qui dit, tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, tu écris une lettre de démission à ton travail et tu annonces que à l'Uni, tout ça, que tu t'en vas. Donc tu fais tes lettres et tu dis que tu t'en Super. vas. Et j'étais là, ok, je m'attendais pas à ça. Ah, c'était très factuel, très. C'est ça. Mais je me suis dit, vu l'état dans lequel j'étais de connexion avec moi-même, avec la nature et tout ça, je vais suivre l'impulsion qui vient Mhm. là parce que je sais pas où ça va me mener, mais c'est ça qu'il faut sûrement faire. Hmm. Donc je suis rentrée, j'ai écrit cette lettre recommandée, j'ai envoyé. Et une fois que j'ai fait ça, je reçois un appel d'une personne que j'avais rencontrée des mois auparavant en Suisse, avec qui j'avais un peu sympathisé. Puis on commence à discuter. Puis elle me parle d'un projet humanitaire en Afrique, justement. Et puis après, un coup, elle me dit, ah, mais en fait, t'avais pas un peu cette idée de venir en Suisse, etc. Oui. Puis en fait, elle me propose de m'héberger. Une fois que je suis là, je trouve du travail. Enfin bref. Et les choses, elles se sont mises en place. Bien sûr. Et c'est parti de l'écoute de cette impulsion, en fait. Mais Bien après, sûr. quand on met tout bout à bout et qu'on connecte les points, ça fait quelque chose d'énorme. Hmm. Mais après coup, tu vois. Mais sur le moment, c'est juste un petit indice. Tu dis, ah, j'en ai trouvé un là. Ah, j'en ai trouvé un. Ouais. Et puis tu suis, mais tu sens que c'est quelque chose qui est juste, mais en même temps, tu sais pas vraiment ce que ça va donner, quoi. Oui, t'as pas la suite de l'histoire. Ouais, exactement. Et il faut faire. L'idée, c'est d'avoir confiance, même si t'as pas la suite de l'histoire. C'est ça. Ouais. Et puis d'avoir confiance, Ouais, moi, j'ai vraiment cette confiance dans ce que j'appelle l'univers, que d'autres appellent Dieu, ou... Pour moi, Mhm. c'est... L'univers, c'est l'ensemble de toutes les expériences que les humains ont fait dans le Mhm. passé, que nous faisons maintenant, qui ont été faites dans le futur. Soit dans la physique quantique, on dit que le temps, le passé, le présent et le futur, c'est pas séparé, en fait, Mhm. que c'est nous qui séparons avec notre perception. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout Mhm. cas, pour moi, c'est ça l'univers. Et en fait, quand il y a quelque chose, une petite étoile, un petit truc qui brille plus que les autres, je me dis, ah, ça, c'est peut-être pour moi. Mhm. Et je trouve que voilà, moi, ça m'aide à trouver ma voie, en tout cas. Ah, super. En tout cas, de ce que tu racontes, ce qui est intéressant, c'est de te dire quand tu es dans des grandes périodes de questionnement, là c'est juste pour resynthétiser ce que tu as Mhm. partagé, donc dans les grosses périodes de questionnement, de doute,
tu t'isoles dans la nature pour te reconnecter à toi et Mhm. tu te poses les questions et tu laisses processer. C'est Tu ça, laisses, voilà, et les réponses viennent à un moment ou un autre et ça te permet d'avancer sur ce qui est fait partie de ta nature en fait. c'est ça. Ce qui fait partie de ma nature et aussi, je pense, qui est important pour moi. Mhm. Parce qu'on a en neurosciences, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qu'on a cette partie du cerveau qu'on appelle le système réticulé activateur, si je ne dis pas de bêtises, mais qui va retenir en fait les informations qui sont liées à ce qui est important pour moi, enfin, pour soi, ce qui est important pour soi et ce qui est important pour notre survie. Et quand on va justement, par rapport à l'intuition, pour revenir à ça, je trouve intéressant que le fait de mettre son attention et de se dire, bah là, je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi et valoriser ça. Et Mhm. en fait, il y a des informations qui étaient déjà là, peut-être, que j'avais pas vues, en fait, parce que Mhm. j'avais pas pris ce moment-là. Et là, d'un seul coup, ils sont très présents, puis ça permet vraiment de faire des choix qui sont appropriés pour soi, Mhm. pas pour faire plaisir à un tel ou un tel. Super. Et donc là, on a parlé plus de tes expériences à toi. Est-ce que tu as envie de nous partager comment tu gères la résilience, cette idée de transformation avec ce qui se passe en ce moment à Haïti et pour cette communauté qui est très en souffrance? Si tu as envie de Ah, partager, bien sûr, à oui. ce niveau-là. Donc, bon, Haïti, pour ceux qui connaissent, c'est une zone du monde où les choses vont pas très bien depuis quand même un peu trop longtemps, je trouve. Parce que depuis l'arrivée de Christophe Colomb, c'est vraiment quasiment catastrophe sur catastrophe sur cette île. Et puis là, récemment, depuis environ 2 ans, enfin un peu plus que 2 ans, mais surtout depuis 2 ans, c'est vraiment, ça devient vraiment très très grave ce qui se passe là-bas, où il y a des groupes armés qui attaquent la population, qui expulsent les personnes, qui les exproprient, et puis qui n'hésitent pas à massacrer, enfin voilà, à Mm. torturer, faire vraiment des choses atroces. Et puis il se trouve que bah, ma famille se trouve dans cette zone-là. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça, alors mon premier réflexe, ma première réaction, c'était vraiment la terreur. Mm. J'ai vraiment vécu une terreur énorme. J'ai senti, j'avais un peu des tremblements comme ça intérieurs et je voyais toute ma famille massacrée. Et ça m'a tellement choquée que j'ai perdu le sommeil en fait. Je pouvais plus dormir correctement. Enfin, je me couchais hyper tard et puis je dormais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par nuit, ce qui était Mm. pas, vraiment pas agréable après. Enfin voilà, chaque journée, il fallait aller travailler, puis entre guillemets faire bonne figure parce Mhm. que tu ramènes pas ton sac à dos avec ce que tu es en train de vivre émotionnellement chez toi, tu ramènes pas ça à ton travail. Donc, et du coup, voilà, je pleurais énormément parce que je me sentais complètement impuissante. Mhm. Et j'arrêtais pas d'imaginer le pire, en fait, ce qui pouvait arriver à ma famille. Et puis, une nuit comme ça, donc voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup pleuré. Je me suis endormie de fatigue, en fait, de tellement j'étais épuisée émotionnellement. Et en fait, en me réveillant le matin, j'ai pris conscience, enfin, déjà, j'étais dans un état, c'était vraiment assez catastrophique, la tête que j'avais, les yeux Mm. complètement, enfin, c'était horrible. Et puis là, je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, mais regarde, c'est quoi cette tête? Tu te rends compte, en fait, l'état dans lequel tu es depuis plusieurs semaines? Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Est-ce que c'est en ton pouvoir d'aider ta famille, enfin de sauver ta famille ou d'arrêter ces gens? Puis évidemment, la réponse est non. Non, c'est Mhm. pas en mon pouvoir, en fait. C'est pas en mon pouvoir de d'influencer ces personnes pour qu'elles arrêtent de faire ce qu'elles font. Puis aussi, j'ai pris conscience que c'était pas en mon pouvoir non plus la façon dont ma famille allait mourir, ma mère et puis Mhm. chaque membre de ma famille. J'avais aucun pouvoir sur les choix qu'ils faisaient pour leur propre vie. Et ça m'a vraiment complètement Mm. posée, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok,
toutes ces choses-là sont pas en ton pouvoir, mais qu'est-ce qui est en ton pouvoir alors? Mmh. Et ça, c'est vraiment la question magique pour moi. Et la question magique, je trouve, dans le coaching, Ouais. c'est, ça a complètement, en quelques secondes, complètement changé ma posture par rapport à la situation. Là, je me suis dit: «OK, ce qui est en mon pouvoir, ben, c'est de faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider. Mmh. Aider ma famille à quitter cet endroit pour aller vivre dans un endroit, plus tranquille, en fait». Et dès l'instant où j'ai pris cette décision, c'est comme s'il y avait eu un coup de balai, tu sais, ou un coup de Mmh mh. vent Ouais. nettoyeur qui a enlevé tout l'excès de stress, la tristesse, et le soir même, je recommençais à dormir normalement et je recommençais à manger normalement le jour même. Alors que j'avais Mmh. perdu l'appétit, que je me forçais à manger, voire je mangeais pas certains jours tellement j'étais nouée au niveau émotionnel, et ça a été vraiment, ouais, une grosse claque, en fait, de me rendre compte à quel point, j'avais un tout petit pouvoir si je regardais l'ensemble, Mmh. mais ce tout petit grain de sable, il pouvait tellement me transformer de l'intérieur que c'était ça, en fait, c'est là-dessus qu'il fallait focaliser, en fait. C'est aussi cette prise de décision de Mmh. dire: «Je j'agis là où je peux agir», comme tu disais, même si c'est un grain de sable et Ouais, ça fait toute la différence. exactement. Là, cette différence-là, tu vois, pour moi, ce que c'est j'ai créé, du coup, un site internet en mon pouvoir, et Mmh. dans la foulée, j'ai commencé un peu m'exposer sur les réseaux. Bon, parce que bon, c'était pas quelque chose que j'avais spécialement envie de faire, mais je voyais que pour aider ma famille, aussi, il y a ça, en fait, il y a 2 choses: faire ce qui est en mon pouvoir, Mmh mh. et puis ce que je peux faire, tu vois? Le minimum que je peux faire, et puis l'amour que j'ai pour ces gens, qui m'a donné une force, que je me croyais pas avoir du tout. Oui. Et voilà, et du coup, il y a eu cette espèce d'impulsion de pouvoir agir et faire quelque chose. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui était le pire dans cette situation, et aussi par rapport à Haïti en général, hein, parce que Mmh mh. ça fait des années que je me dis: «Mais ça va pas là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?» Et je vois pas ce que je peux faire. Puis là, d'un coup, je me dis: «Mais je sors de l'impuissance, en fait». Et oui. Et les populations, afro et afrodescendantes, on a vraiment ce truc avec l'histoire et le passé qu'on a, où on a voulu nous enfermer dans l'impuissance, avec tout un tas de processus et de procédés plus ou Mmh mh. moins conscients ou volontaires, ou involontaires, ça dépend. Mmh. Et en fait, le fait de prendre conscience que, si j'accepte cette impuissance-là, si je la fais mienne et que je l'intègre comme une réalité, bah, c'est là-dedans que je vais vivre, en fait. Et oui. Mais qu'à partir du moment où je me dis: «OK, la situation est comme ça, qu'est-ce que je peux faire?» Et le Mmh peu mh. que je peux faire, bah, ça fait une énorme différence. Et donc cette prise de conscience, c'est quelque chose que tu as partagé justement avec ta famille qui est sur place encore? Oui, en fait, enfin, je leur ai pas partagé tout le processus. Par contre, je leur ai expliqué ce que j'allais faire, puis ils ont été hyper surpris et très contents. Et puis, j'en ai parlé avec, mes sœurs, qui sont, ici, mon entourage. Et puis, j'ai mis en place des opérations un peu une cagnotte, Mmh mh. pour récolter des sous. Je fais des concerts aussi pour, récolter de l'argent pour les aider et tout ça. Et en fait, le fait de faire tout ça, je vois que les personnes, en fait, quand elles connaissent la situation, elles sont très inspirées. Je m'attendais pas non plus à ça. Mmh mh. Tu vois? De voir que malgré, cette situation qui est très difficile, et c'est vrai que beaucoup d'êtres humains à travers le monde, quand ils traversent des choses très dures comme ça, que ce soit des deuils, des Mmh. séparations, d'être dans des zones de guerre, enfin bref, il existe toutes sortes des agressions Mmh mh. de tout ordre et tout ça. Peu importe notre couleur de peau, notre origine, on est des êtres humains, quoi. Donc Et oui. ces choses-là, elles sont pas faciles. Et puis, et c'est pas facile de se relever tant qu'on n'a pas vu où était notre pouvoir dans tout ça. Puis ma famille, ils sont très reconnaissants. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'ils ont un niveau de résilience, eux, qui est Oui. vraiment tellement élevé, que j'en reviens pas. Là, tu vois, il y a 2 semaines, il y a eu un nouveau,
un nouvel événement en fait qui a fait qu'ils ont dû partir en catastrophe de l'endroit où ils étaient. Ils ont pour la deuxième fois échappé à un massacre. Et en fait, le jour où ça arrivait, j'étais au téléphone avec ma mère, puis ça a coupé. Mmh. Ça arrive assez fréquemment parce que ben, les réseaux de téléphone, ça marche pas très bien là-bas. Mais sur le coup, j'ai eu un très mauvais pressentiment que j'avais pas forcément les fois d'avant, tu vois. D'accord. Et j'avais mal tout le week-end. J'étais là, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé un truc, il s'est passé un truc. Et en fait, quelqu'un arrive à me contacter le lundi suivant pour me dire, bah voilà ce qui s'est passé. Il y a encore un groupe armé qui a attaqué le village où ils étaient. Et heureusement pour eux, ils ont été aidés par Mmh. ce que j'appelle les anges, tu vois, Oui. que l'univers a envoyé quelqu'un qui les a aidés, puis qui a pu transporter les personnes âgées, malades et tout, Mmh. pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Et d'un côté, quand j'ai appris ça, j'étais hyper soulagée de savoir qu'ils allaient bien. Puis je me suis effondrée en larmes parce que là, je me suis dit, mon Dieu, en fait, je suis responsable de la vie de plusieurs dizaines de personnes avec ce que j'ai lancé là. Mmh. Et si je me rate, bah, si je me rate, ils risquent de tous mourir ou de se retrouver à la rue avec. Enfin, voilà quoi, seul, isolé et à la rue. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Et là, boum, je me remets. Et c'est intéressant de voir, là, je me suis focalisée sur moi. Et du coup, là, j'étais là en train de me voir en train de porter ce truc, cette charge toute Grosse seule. pression. C'est ça. Puis j'ai eu de nouveau ma mère au téléphone quelques jours plus tard. Puis tu sais, les mamans, Elle sent. elles flairent, elles flairent des choses. Ouais. Puis elle m'a dit, première chose, hein, je dis que bonjour, ça va, comment ça, vous êtes à l'endroit où Mmh. vous êtes et tout. Elle me dit oui, oui, ça va, elle fait, mais je vais te dire quelque chose. N'oublie pas de t'amuser. N'oublie Ah. pas de sortir. Rencontre des gens, amuse-toi, ris. Tu sais, tu peux même rire de cette situation. Mmh. Nous, on est préparés, quoi qu'il arrive, on acceptera ce qui se passe. On sait qu'on peut mourir du jour au lendemain. On s'en fait pas, on vit notre vie comme on la vit, Mmh. comme on peut. Et ça m'a mis une grosse claque. Ah oui, Je me- qu'elle ait conscience de la, de la charge que tu te mettais et qu'en même Ouais, temps, toi, ta vie, elle est aussi là. ben c'est ça. Et puis que, en fait, ils ont développé tellement de résilience et tellement un Mhm. niveau d'acceptation tellement profond. Enfin, tu vois, moi, je sais pas si j'ai atteint cette profondeur. Enfin, je crois pas. Qu'ils sont vraiment préparés. Ils m'ont dit, nous, c'est OK. Tu sais, ils ont programmé, ils ont déjà préparé s'ils allaient mourir, tu vois, Mhm. le cercueil, qui allait le faire et comment ils Ok. allaient être habillés le jour de. Bon, ça, c'est assez fréquent hein, dans la culture Oui. haïtienne parce que vraiment, la mort, on la côtoie tellement aussi. Il y a à la fois le côté culturel, ce que je te disais tout à l'heure, que ça fait partie de la vie, et puis ça. La Que- préparation. voilà. Et du coup, pour eux, ils ont dit, nous, on est prêts. Donc, ne te mets pas la pression. Quoi qu'il arrive, pour nous, c'est la volonté de Dieu. Hmm. Toi, tu fais juste ce que tu peux. Et Et la question que je me pose par rapport à ça, c'est justement où est-ce qu'est la limite entre j'atteins la résilience, donc un degré d'acceptation de tout ce qui peut se passer, et en même temps de pouvoir se dire je vais m'extraire de la situation. Est-ce que je sais pas si tu comprends la chose, c'est-à-dire si Mm. tu acceptes tout en disant bah de toute manière on peut me tuer, est-ce que tu as suffisamment cette énergie pour t'extraire du milieu dans lequel tu es? Que tu as accepté, certes. Bah alors, de ce que je vois pour eux, tu vois, ils continuent à. Ils me disent, tu sais, on fait de notre mieux, on fait de notre mieux pour continuer à vivre normalement. Hmm. C'est-à-dire, bah voilà, les, les jeunes, là, j'ai une cousine qui s'est mariée tout récemment. On continue à vivre. Oui. Voilà, une autre qui est enceinte parce qu'elle s'est mariée il y a pas longtemps. Puis on est là, on accepte, on est OK avec ce qui va se passer, mais ça nous empêche pas de rire. Puis elle disait, nous, on rit de la situation. On trouve des façons d'en rire parce que si tu te mets à une échelle Oui.
vraiment, tu t'extrais de ça et dis franchement, l'humanité, c'est vraiment risible. Mmh. Les humains, c'est une bande de crétins quand même. Ouais, Et je trouve ça incroyable. Parce ouais, que je me c'est dis, incroyable. effectivement, de rire, de pas se prendre au sérieux. En fait, elle m'a dit, te Et prends pas oui. au sérieux. Nous, on se prend pas au sérieux. La situation, même si elle est grave, en même temps, elle est pas sérieuse non plus, vu d'un certain point de vue. Mmh. Et en fait, bah moi, je vois qu'au final, ça aussi, ça m'a aidé, tu vois, par rapport au divorce, par exemple, où je riais Mmh. pour m'aider à sortir de ça aussi. Je me Oui, faisais des séances de rire le génial. matin au réveil et le soir avant de dormir. Et je revoyais toutes les situations, tu sais, de disputes ou Ouais. de gêne ou des choses comme ça quand, tu vois, dans la relation, il y a des même quand ça allait bien, hein. Mmh. Et puis des moments comme ça que je tournais en ridicule, où je me tournais en ridicule, où je tournais la scène en Ouais. ridicule et je riais, je riais, je riais. Puis à chaque fois, après l'énergie, j'avais quand même une super énergie qui revenait et je voyais plus la situation de la même façon. Mmh. Et ça, en fait, elle m'a dit, ben, elle m'a dit, continue à rire, amuse-toi. Ouais, Et, super. et c'est ça, en fait, ne pas se prendre au sérieux. Et donc par rapport à tout notre échange là, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter ou de partager? Ce que je peux déterminer, enfin, ce que je conclus plus ou moins de ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'est que toutes ces expériences que j'ai traversées, peu importe ce qu'ils ont été, hein, que ce soit ben, ces deuils, le racisme, le divorce, ce qui se passe à Haïti, enfin bref, et tout un tas de choses dont j'ai été témoin aussi. Enfin voilà, je peux pas tout raconter ici, mais je me dis, en fait, je me rends compte que toutes ces choses, toutes horribles qu'elles aient pu être certaines, ou toutes magnifiques que d'autres ont pu être, ben, elles m'ont conduit où je suis maintenant, ce qui me permet de faire ce que je fais, d'aider et de soutenir des personnes, et qu'au final, quoi qu'il arrive, en fait, c'est comme si, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, la vie allait nous guider, même en Mmh. prenant comment dire, en faisant des détours, arriver à ce qu'on doit être, en fait, Mmh. qui on doit devenir. Et ça, ouais, je trouve que c'est une belle leçon de vie, en fait, qu'on est toujours qui on doit être, même si on ne sait pas encore. Oui, ouais, ouais, de d'aller sur ce chemin, en ayant la foi, au sens large. C'est ça. La foi en soi, la foi en la vie. Moi, j'ai une foi énorme en la vie, la nature et l'humanité. Ouais. Même si on fait beaucoup de bêtises, Ouais. les humains, on fait aussi beaucoup de choses extraordinaires. Mmh. Et, je rêve du moment où on arrivera à peu près à équilibrer les deux et que ça permettra à un maximum d'êtres humains de vivre de façon plus sereine, même si au final, le stress que vivent certains aussi, il paraît que enfin, il D'en haut paraît que d'en haut, oh, non, mais vu d'en haut, c'est risible, enfin c'est c'est risible. vrai. Ça a pas la même portée, donc Mmh mh. je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc Et comment tu est-ce que tu voudrais partager justement plus précisément ce que tu mets en place? Tu m'as dit des concerts, une page, Instagram peut-être ou des réseaux pour, justement la communauté d'Haïti et c'est quoi exactement les projets? alors en fait, les projets, c'est, donc cette cagnotte Mmh. avec, donc avec un lien pour, faire des dons pour les personnes qui ont envie, et puis ces concerts où, on j'essaye d'inviter d'autres artistes, qui ont envie de participer, pour, nous aider. Donc là, notre prochain concert, mais bon, c'est un concert en live, c'est en Suisse, Mmh. en Valais. Et voilà, après, moi, j'ai créé cette chaîne YouTube en mon pouvoir, laquelle j'ai envie de partager un peu des outils qui m'ont aidé justement qui m'aident Ah, à, c'est rester enracinée, présente, puis à faire un minimum aussi pour moi-même, pour rester justement dans une énergie porteuse. Voilà, c'est à peu près pour l'instant ce que j'ai mis en place. Après,
Je cherche à faire des concerts en France, si jamais. Ouais, super. Puis, mais voilà, l'idée, en fait, c'est pas forcément de faire venir ma famille en Europe, hein. C'est qu'en fait, c'est pas tout Haïti qui va mal, hein. Mmh. C'est la zone qui se trouve vraiment aux alentours de la capitale qui est vraiment qui va pas bien. Donc la capitale et le sud-ouest un peu. Et puis il y a des zones qui sont tranquilles et où on peut vivre normalement. Donc l'idée, ce serait plutôt de les aider à rejoindre ces endroits-là, parce que de toute façon, Mmh. ils veulent pas quitter leur terre natale, hein. D'accord, OK. Et Donc ils l'objectif, sont c'est de les attachés, aider à pouvoir ouais, reconstruire une vie à ailleurs, quoi. Haïti, ailleurs, où c'est plus Ouais, safe. c'est Super. ça. Je mettrai en lien tout ça pour que les gens puissent, aller, jeter un coup d'œil et participer s'ils le souhaitent. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Tu as d'autres choses à rajouter? Alors, à part le fait que je trouve vraiment génial ce que tu fais. Merci. C'est Je trouve que ouais, ton émission et puis cette mission-là que tu as, par rapport à tout ce qui tourne autour de la résilience et du deuil, c'est vraiment extraordinaire. Et pour une fille qui vient d'une, culture où justement, le deuil et la mort sont très présents, Mmh. bah, je trouve que c'est, très précieux ce que tu fais. Je suis certaine que ça apporte énormément de valeur à beaucoup de personnes qui ont Mmh. besoin de reconnecter avec ça. Bah, en tout Donc, cas, merci parce que ton partage, fera sans doute écho et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir ouvrir les perspectives avec d'autres outils finalement, mais que tu as vécu, qui sont, viscéraux en fait et de mmh, se dire, il y a pas qu'une façon de voir les choses et de pouvoir, se libérer peut-être de la tristesse, autrement que ce qu'on a appris, en tout cas dans la culture occidentale et mmh. dans la façon de faire, de mettre la mort de côté. Donc vraiment super, merci beaucoup Maya, hein, c'est top. Merci à toi.